Ma famille m'a mise dehors pendant le dîner de Noël. Nous avons tous décidé que tu devrais partir et ne plus jamais revenir, a dit ma sœur, Elisa. Elle a souri. D'accord, alors, ai-je répondu, souriant si fort que j'en avais mal à la figure. Je suppose que vous n'aurez donc plus besoin de ça. J'ai déchiré une enveloppe et je suis sorti. Quand ils ont vu ce que j'avais détruit, ils se sont mis à crier. Techniquement, je n'ai même pas pu finir mon repas. Il restait encore de la purée de pommes de terre dans mon assiette, et je suis presque sûr que Derek, le petit ami de ma sœur qui habite maintenant avec nous et traite la table à manger comme un restaurant, était à mi-chemin d'une deuxième portion quand ça s'est produit. Ma fourchette était en l'air. Elisa venait de terminer une longue histoire sur la façon dont elle avait sauvé Noël en réservant une dinde de remplacement de dernière minute, même si c'est moi qui l'avais saumurée, préparée et rôtie. Puis elle a lâché la bombe ou le mensonge comme si elle avait attendu toute la soirée le bon moment pour lancer la grenade. Nous avons tous décidé que tu devrais partir, a-t-elle dit, sirotant son vin comme si elle était dans un épisode de Real Housewives of Passive-Aggressive Subure, et ne plus revenir. Comme ça ou une seule phrase, bien répétée. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois. Ma mère s'est éclaircie la gorge mais n'a rien dit. Mon père n'a même pas levé les yeux. Derek s'est soudainement intéressé à sa sauce, comme si c'était la substance la plus fascinante du monde. Alors j'ai demandé calmement, quoi? Elisa l'a répété, plus lentement cette fois, comme si j'étais lente, nous avons tous décidé qu'il était temps que tu déménages pour de bon. Personne ne l'a corrigé. Personne n'a dit, attendez, ce n'est pas ce dont nous avons parlé. Parce qu'ils en avaient parlé eux tous, sans moi. Je suppose que les réunions de famille ne nécessitent plus toute l'équipe. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle, ma mère tordant sa serviette, mon père coupant de la nourriture qu'il ne mangeait pas, Elisa, sûre d'elle comme jamais dans un pull blanc en tricot qui aurait eu l'air confortable s'il n'appartenait pas à la méchante, et Derek, doux, inutile Derek, mâchant comme quelqu'un qui essaie de disparaître derrière un petit pain. Quelque chose s'est brisé en moi, mais au lieu de m'effondrer, j'ai plongé ma main dans la poche intérieure de mon sweatshirt. Je l'avais apporté juste avant le dîner où j'ai failli l'oublier à l'étage, stupide, vraiment. J'avais prévu d'attendre après le dessert. J'avais répété un petit discours dans ma tête, quelque chose de décontracté mais sincère. Mais non. J'ai sorti l'enveloppe. Elle était épaisse, de couleur crème. Je l'avais scellée avec un autocollant doré, comme une vraie idiote. Je l'ai levée. D'accord, alors, ai-je dit, souriant si fort que j'en avais mal à la figure. Je suppose que vous n'aurez plus besoin de ça. Et je l'ai déchiré. Il y a eu un moment, un battement, où personne n'a bougé. Juste le bruit du papier qui se déchire, ce déchirure douce et délicate qui semble trop silencieuse pour ce qu'elle signifie. Puis je l'ai laissé tomber sur la table, deux moitiés parfaites juste au-dessus du troisième petit pain de Derek. J'ai fait le tour de la table, j'ai pris mon manteau au dos de la chaise et je me suis dirigé vers l'escalier. Il a fallu environ 4 secondes avant qu'Elisa crie « Attends !» Qu'est-ce que c'était? Mais je ne me suis pas arrêté. Je montais déjà les escaliers, en passant devant le mur de photos de famille où je suis à peine présente, en passant devant le portrait encadré dans le couloir où je suis d'une certaine manière flou malgré le fait que je sois resté immobile. J'ai commencé à prendre des choses, un sac à dos, mon chargeur de téléphone, ma brosse à dents, des chaussettes. Je n'ai même pas plié mes vêtements, je les ai juste fourrés dans le sac dans une recherche paniquée. En bas, j'entendais les voix monter. Elisa paniquait. La voix de ma mère disait quelque chose sur le timing et n'aurait-elle pas pu attendre? Mon père a enfin parlé ou peut-être était-ce Derek, difficile à dire la moitié du temps, ils ont tous la même voix quand ils essaient de réparer une mauvaise idée. J'ai zippé le sac, je l'ai mis sur mon épaule et j'ai regardé ma chambre une dernière fois, le lit simple, le trou dans le mur depuis que j'étais tombé sur mon panier à linge, l'étagère qui avait toujours mon trophée du concours d'orthographe de 7e année, même si personne n'en a plus jamais parlé après qu'Elisa ait gagné les régionaux l'année suivante. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis descendu lentement les escaliers, en absorbant le bruit, la réalisation commençant à les frapper. Quand je suis passé dans la salle à manger, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé leur visage. Je ne me suis pas réjoui. J'ai juste ouvert la porte, je suis sorti dans le froid et je l'ai refermée derrière moi. Ils ne sont pas venus après moi, pas tout de suite. Mais ils le feraient éventuellement. Ils mettraient les morceaux ensemble. Ils réaliseraient ce que j'avais prévu, ce qu'ils avaient jeté. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était quelque chose qui aurait pu tout changer.
C'est étrange de faire ses bagages chez soi, comme si on était une sorte d'intruse. C'est encore pire quand on réalise que personne ne vous a arrêté, personne ne vous a demandé où vous alliez. Ils vous ont simplement laissé partir. Ce n'était pas toujours comme ça. Enfin, bon, peut-être que oui, mais je n'ai pas remarqué à quel point c'était mauvais jusqu'à ce que je sois plus âgé et que je réalise que l'enfance de tout le monde ne ressemblait pas à vivre dans la bande-annonce de la vie de quelqu'un d'autre. Elisa était l'enfant doré avant même de pouvoir marcher. C'est comme si le soleil brillait un peu plus fort de son côté du berceau. Les gens en plaisantaient lors des fêtes de famille, « Vous devrez faire attention à celle-là », disait-il en lui ébouriffant les cheveux tandis que j'étais assise à côté, indifférente et totalement invisible, comme la peluche de la famille. Pour être juste, Elisa était charmante. Elle avait cette énergie de publicité de magazine brillant qui donnait envie aux adultes de lui donner des choses. Les professeurs l'aimaient, les voisins complimentaient sa posture. Elle recevait des récompenses pour sa participation ou des trophées juste pour sourire. Pendant ce temps, j'ai une fois reçu un certificat plastifié qui disait « Bon effort », après un projet de groupe, et même là, je devais le partager avec 2 autres enfants. Notre mère traitait Elisa comme une version miniature d'elle-même, comme une deuxième ébauche qu'elle finissait enfin par réussir. Elles allaient faire du shopping ensemble, s'asseyaient dans la cuisine et parlaient de « choses de femmes » pendant que je faisais la vaisselle après le dîner. J'ai entendu une fois ma mère dire à Elisa « Tu es la seule qui me comprenne vraiment ». J'avais 12 ans, dans la pièce d'à accent grave côté. Notre père restait surtout à l'écart. Je pense qu'il pensait que rester neutre signifiait être absent, tant que les factures étaient payées et que personne ne pleurait, il pensait que tout allait bien. Et puis il y avait tante Margaret. Elle n'était en fait la tante de personne, pas du sang. Elle était la marraine de notre mère, techniquement, mais nous l'appelions toute tante Margaret parce que ça simplifiait les choses, et aussi parce qu'elle était la loterie familiale. Elle était riche, vraiment riche, grande maison, pas d'enfants, des perles avant midi, ce genre de riche. Elle vivait seule, portait des vêtements élégants avec des poches assez profondes pour contenir les 2 mains et une rancune, et ne se présentait jamais sans un cadeau parfaitement emballé et au moins un commentaire acerbe sur les chaussures de quelqu'un. La famille disait toujours qu'elle n'avait personne, pas de mari, pas d'enfants, pas de frères et sœurs, seulement nous. Et par « nous », ils entendaient surtout Elisa. Elisa a commencé à lui rendre visite alors qu'elle était encore au lycée, déjeuner du week-end, journée au spa. Elle rentrait à la maison avec de petites boîtes de tante Margaret, boucles d'oreilles, foulards, une fois même une tablette pour étudier. Ma mère l'encourageait, bien sûr, appelait ça des liens, disait qu'Elisa faisait une bonne action en tenant compagnie à la pauvre femme. Je n'y allais pas aussi souvent, non pas parce que je n'étais pas invité, mais parce que personne ne s'attendait à ce que j'y aille. Je venais de temps en temps, généralement si Elisa était occupée ou si tante Margaret le demandait spécifiquement. Nous nous installions dans sa véranda et nous parlions de livres, ou d'histoires étranges, ou de la façon dont son jardin était massacré par les écureuils. Je l'aimais bien. Elle ne posait pas trop de questions, et elle ne m'a jamais dit comment m'asseoir, ou quoi porter, ou pourquoi je ne faisais pas plus de choses avec ma vie. Elle était cool ou un peu intimidante, mais gentille à sa manière. Quand j'ai eu 18 ans, elle m'a offert un stylo plume et a dit « Chaque fille devrait avoir quelque chose de beau que personne d'autre ne touche ». Je l'ai toujours, je ne m'en suis jamais servi. Vous pouvez probablement deviner où je veux en venir. Tante Margaret est décédée il y a quelques mois, paisiblement dans son sommeil, selon le message vocal. C'est Elisa qui a reçu l'appel. Je l'ai appris par texto de groupe. Elle était malade, apparemment pas que quelqu'un me l'ait dit. Mais la famille n'était pas dévastée, pas vraiment. Ils ont été polis à ce sujet, réservés, comme les gens le sont lorsqu'ils sont tristes à cause d'un retard, pas d'un décès. Parce que tout le monde savait ce qui allait suivre, le testament. Ils l'ont fait dans le cabinet d'avocat de tante Margaret, un petit cabinet élégant du centre-ville avec des chaises inconfortables et des bonbons à la menthe gratuits. Elisa s'est habillée comme si elle assistait à un brunch avec des membres de la royauté. Ma mère portait des perles. Mon père portait un costume pour la première fois depuis ma remise de diplôme au lycée. Derek était là aussi, ce qui était audacieux étant donné qu'il n'est légalement lié à personne dans cette famille sauf par les restes partagés. Je portais un jean. Nous nous sommes tous assis là pendant qu'un assistant juridique distribuait de l'eau en bouteille, et l'avocat, un homme raide nommé Harland, a ouvert un classeur en cuir et s'est éclairci la gorge comme s'il allait chanter l'hymne national. Et puis il l'a lu le testament. Tout, la maison, les comptes, la voiture, les bijoux, les investissements, tout lui revenait. Pas partagé, pas divisé,
pas embrassé. Il y a eu un silence dans cette pièce dont je me souviendrai jusqu'à ma mort. Elisa a cligné des yeux comme si elle était en train de planter. La bouche de ma mère s'est ouverte et ne s'est pas refermée. Mon père a fait un son que je ne peux décrire que comme un redémarrage en douceur. Et Derek, Dieu merci, a dit « Attendez, elle ?» Harland n'a pas bronché, il a juste tourné la page et a continué à lire. Le reste était standard, des dons à une bibliothèque, des instructions pour l'enterrement, des notes sur la vente de la succession. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, pas après la première page. Ensuite, nous nous sommes tenus sur le parking en silence. Je n'ai rien dit, je ne pouvais pas. J'essayais toujours de comprendre si c'était une erreur, une blague cruelle, une faute d'impression. Elisa a brisé le silence en premier. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et je l'ai juste regardé, parce que je ne savais pas. Je n'avais rien fait. Je n'avais pas essayé, je n'avais pas comploté, je n'avais même pas imaginé être incluse dans ce testament, et encore moins hérité de tout. Je me suis sentie stupéfaite, puis coupable, puis étrangement honteuse. Ils ont cessé de me parler après ça, ont cessé de m'inclure dans les conversations. Je descendais et j'entendais le silence, je rentrais dans une pièce et je sentais la température baisser de 10 degrés. C'était comme si j'avais volé quelque chose, comme si j'étais une voleuse vivant sous leur toit. Alors j'ai décidé de réparer ça. J'ai commencé à écrire la lettre, celle que je prévoyais de leur donner à Noël, celle que j'avais scellée avec un autocollant doré et rangée dans la poche de mon sweatshirt avant le dîner. Je n'ai pas décidé de partager l'héritage parce que je suis une sainte, soyons clairs. Je n'essayais pas d'acheter de l'amour, ou de jouer les pacificatrices, ou de faire la bonne chose, comme si c'était un problème de mathématiques. Honnêtement, je pense que je ne voulais tout simplement pas être la raison pour laquelle ils me haïssaient. Parce que même si je ne l'avais pas demandé, je n'avais pas concouru, je n'avais pas fait de lobbying, je n'avais pas joué le jeu, ils ont clairement fait comprendre que le fait que je l'obtienne était suffisant ou que j'étais, à leurs yeux, la méchante. Et oui, peut-être qu'une partie de moi voulait toujours croire qu'il y avait une version de nous qui pouvait être récupérée, que si je leur montrais que je n'étais pas gourmande, que je n'étais pas comme eux, ils me verraient différemment, que peut-être, au fond, ils me voyaient toujours comme de la famille. Alors je me suis assise sur mon lit pendant 3 nuits d'affilée, en écrivant cette lettre, j'ai fait les calculs, j'ai trouvé une répartition qui était juste pas égale, mais généreuse. J'ai gardé une partie pour moi, tante Margaret m'avait choisi, après tout. Mais le reste, je l'ai divisé proprement, une somme forfaitaire pour mes parents afin de rembourser leur carte de crédit et de réparer le toit dont ils se plaignaient depuis des années, une somme décente pour Elisa, assez pour qu'elle se sente gagnante, pas assez pour financer 5 autres années de drame de boutique en ligne, et même une part pour Derek, parce que je suis soit charitable, soit stupide, et je n'ai toujours pas compris lequel. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était une issue pour nous tous. Je l'ai scellée dans une enveloppe crème, j'y ai ajouté un autocollant doré parce qu'apparemment, je m'accrochais encore à l'illusion que ce serait un moment, et je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon sweatshirt. J'avais prévu de la leur remettre après le dîner au pas de discours, pas de drame, juste un geste silencieux. Mais la semaine précédant Noël, les choses ont changé. Au début, c'était subtil. Elisa a commencé à poser des questions étrangement précises, quel taux d'intérêt l'avocat avait mentionné, la liquidité des actifs, si j'avais déjà parlé à un conseiller financier. Elle a posé des questions comme quelqu'un qui demande à quoi ressemble votre nouvelle coupe de cheveux alors qu'il vérifie simplement s'il est toujours plus beau que vous. Puis ça s'est embrassé. Maman m'a coincé pendant que je pliais le linge et a dit, je pense qu'il est important de se souvenir que Margaret n'aurait jamais voulu que son argent déchire cette famille. J'ai hoché la tête et j'ai dit, c'est pourquoi je suis restée silencieuse à ce sujet. Elle a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Bien sûr, mais tu feras la bonne chose, n'est-ce pas? La chose généreuse. Et j'ai dit, bien sûr, comme je le ferai. Je l'avais déjà fait, mais ce n'était pas assez. Plus tard, cette même nuit, j'ai entendu papa au téléphone avec quelqu'un, peut-être son frère, peut-être le voisin avec lequel il est étrangement proche qui disait, oui, Olivia a tout. Mais nous allons lui faire entendre raison. C'est la famille. Elle ne gardera pas ça. Comme si c'était une évidence, comme si ne pas leur donner serait un acte de guerre. À la veille de Noël, Elisa laissait ouvertement des onglets ouverts sur mon ordinateur portable avec des liens vers des rénovations de cuisine de luxe et l'un de ces horribles canapés blancs et or qu'elle adore. Derek a passé la matinée à suggérer qu'il transforme enfin la chambre d'amis en studio, ce qui était hilarant puisque, A, ce n'est pas leur maison, et, B,
j'habite actuellement dans la chambre d'amis. Ils planifiaient autour de moi, autour de mon argent, autour d'une vie dont je n'avais pas accepté de faire partie. Et je gardais toujours cette lettre, pensant toujours que si je leur donnais ça, ils cesseraient de me regarder comme une voleuse qui a cambriolé leur coffre-fort. Puis vint le jour de Noël. La table était mise pour 5 personnes. Elisa a insisté pour faire la composition florale cette année, quelque chose avec de fausses canneberges, de la ficelle et une bougie parfumée au pain qui sentait comme si un magasin Yankee Candle avait explosé. J'ai aidé à cuisiner parce que personne d'autre ne s'est porté volontaire, et je ne peux pas regarder quelqu'un trop cuire des haricots verts sans ressentir une réaction physique. Ma mère ne m'a pas remercié, mais elle a dit que les carottes étaient un peu molles. Le dîner a commencé tendu, ce qui n'est pas inhabituel. Personne ne m'a regardé avant de le faire. À un moment donné, Elisa s'est tournée vers moi avec un sourire qui ressemblait à celui qu'on vous remet un contrat et qu'on vous dit de signer. Alors, a-t-elle dit, as-tu réfléchi à la façon dont tu vas l'utiliser? L'argent, a-t-elle ajouté, pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre. J'ai cligné des yeux. J'y réfléchis encore. Elle a ri. Eh bien, souviens-toi qui était là pour elle, qui lui a tenu compagnie toutes ces années. J'ai dit, rien. Maman a ajouté, ce n'est pas que nous voulons quoi que ce soit, ma chérie, mais ce serait blessant si tu ne considérais pas tout ce que nous avons fait pour toi. J'allais répondre toujours gentiment, toujours calmement quand Elisa a accéléré. Honnêtement. Elle a dit, en faisant tourner son vin, je ne sais même pas comment tante Margaret a fini par tout te donner. Tu la connaissais à peine. Il y avait ce que tous croyaient mais n'avaient pas encore dit à haute voix. Tu penses que j'ai fait quelque chose? Ai-je dit lentement. Personne n'a répondu. J'ai plongé ma main dans ma poche, j'ai senti le bord de l'enveloppe. J'avais écrit cette lettre. J'avais planifié ce moment. J'étais arrivé à ce dîner en voulant toujours la paix, et ils étaient prêts à me déchirer à cause de quelque chose que je n'avais pas demandé, que je ne voulais pas vraiment jusqu'à ce qu'ils me fassent comprendre que je ne le méritais pas. C'est alors qu'Elisa l'a dit, nous avons tous décidé que tu devrais partir et ne plus jamais revenir. Comme ça, comme si j'étais une colocataire qu'ils avaient évincée d'un bail de groupe. Personne ne l'a corrigé. Personne ne m'a défendu. J'ai plongé ma main dans mon sweatshirt et j'ai sorti l'enveloppe, je l'ai tenue devant moi. Ils se sont penchés en avant comme des chiens attendant une friandise. J'ai souri. D'accord, alors, ai-je dit. Je suppose que vous n'aurez plus besoin de ça. Et je l'ai déchiré simplement, tranquillement, délibérément. J'ai vu le sourire d'Elisa s'effondrer en temps réel. J'ai laissé tomber les morceaux sur la table, je me suis levé et je me suis dirigé vers les escaliers. Ils étaient encore en train de cligner des yeux, encore en train d'essayer de comprendre ce qui venait de se passer quand je suis arrivé dans ma chambre et que j'ai commencé à faire mes bagages. Laissez-les crier. Laissez-les deviner. Ils ne savent pas ce qu'ils ont perdu, mais ils le sauront. Quand j'ai quitté la maison, le froid m'a frappé le visage comme une gifle, mais c'était plus propre que tout ce qui venait de se passer à l'intérieur. J'étais à mi-chemin de l'allée quand j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. Olivia. La voix d'Elisa, aiguë et urgente, comme si je venais de laisser tomber quelque chose qui lui appartenait. Je suppose qu'ils ont lu la lettre maintenant, celle que j'ai déchirée. Ils auraient fini par mettre les morceaux ensemble. Je n'ai pas arrêté de marcher. Olivia. Est-ce que tu es sérieuse? Maintenant? Tu pars vraiment? J'ai atteint le trottoir avant qu'elle ne me rattrape. Elle était pieds nus, les bras croisés sur ce haut vaporeux qu'elle portait comme si elle jouait dans un film de Noël indépendant où l'influenceuse incomprise apprend la vraie signification de la famille. Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-elle haleté, essayant de paraître raisonnable maintenant. Nous avons juste été surprises. Je me suis tourné vers elle lentement. Surprise que j'existe? Ou surprise que je ne me sois pas roulé par terre et que je ne vous ai pas tout donné avec une carte de remerciement? Son visage a vacillé. Tu ne l'as même pas mérité. Tu la connaissais à peine. Ce sont nous qui lui avons rendu visite, qui avons pris soin d'elle, qui avons attendu qu'elle meure pour que tu puisses redécorer, ai-je dit sèchement. Oui, je sais, a-t-elle dit. La lumière du porche s'est allumée. Maman est sortie, son manteau jeté sur ses épaules. Chérie, a-t-elle appelé, la voix tremblante. Nous n'avons pas voulu dire ce que nous avons dit. Elisa parlait juste pour nous tous. Je l'ai dit, fort et clair. Maman a descendu les marches, un peu plus lentement maintenant. Écoute,
Les émotions étaient à fleur de peau, a-t-elle dit, mais ne jette pas ton avenir par-dessus bord à cause d'un malentendu. Je l'ai regardée. Mon avenir? Elle n'a pas cligné des yeux. Tu ne sais pas à quel point le monde est dur. Tu auras besoin de nous. Les familles se disputent, mais nous nous retrouvons. J'ai failli rire. Vous m'avez dit de faire mes bagages et de ne plus jamais revenir. C'était avant que nous sachions. Elle s'est arrêtée. Avant que tu saches que j'avais déjà décidé d'être généreuse. Que tu venais de brûler le pont qui était destiné à te porter. Je n'ai pas besoin de transport, ai-je dit. J'ai une amie dans la rue. Tu vas vraiment juste t'en aller, a dit Elisa, se serrant dans les bras. Tu ne nous dois même pas une conversation. Je l'ai regardé. Vous m'avez fait clairement comprendre que je ne vous devais pas une place à table. Et sur ce, je me suis retourné et j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas arrêté avant le coin de la rue. Ils ne m'ont pas suivi, pas cette nuit-là. 2 jours plus tard, ils se sont tournés vers la famille élargie, les cousins, les oncles, la marraine que je n'avais pas vue depuis le collège mais qui avait maintenant beaucoup à dire sur le respect et les obligations familiales. Les textos ont commencé à affluer, certains vagues, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu dire qu'il y avait une certaine confusion. Certains pas si vagues, tu devrais avoir honte. Tes parents ont tant sacrifié pour toi. Un message d'une cousine au second degré a même cité des écritures. Elle a mal orthographié mon nom. J'ai ignoré tout ça. Mon amie Ava m'a laissé coucher sur son canapé plus longtemps que je ne l'avais prévu. J'ai proposé de payer un loyer, elle a refusé. Elle a dit, tu n'es pas là pour toujours, juste jusqu'à ce que tu te souviennes qui tu es. Je pensais que je le savais déjà. Puis la sonnerie a retenti. 3 jours après Noël, juste après le coucher du soleil. J'étais seul. J'ai ouvert la porte et j'ai failli rire. Debout là, comme si elle ne m'avait pas mise dehors moins d'une semaine auparavant. Salut, a-t-elle dit. Je n'ai pas bougé. Tu n'es pas censé savoir où je suis. Tante Lorraine me l'a dit, a-t-elle dit, comme si ça expliquait tout. Tu n'aurais pas dû nous couper. Ce n'est pas juste. Je l'ai regardé. Tu es venu jusqu'ici pour dire ça. Elle a regardé au-delà de moi dans le salon. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. À quoi tu pensais? Vous avez lu la lettre, ai-je dit. Vous savez à quoi je pensais. Mais pourquoi l'as-tu écrite, a-t-elle demandé, sa voix montant. Pourquoi nous aurais-tu offert quelque chose d'aussi généreux, puis l'enlèverais-tu? Parce que vous m'avez dit de partir. Nous étions bouleversés. Vous le pensiez. Elle a expiré brusquement. Elisa a le cœur brisé. Elisa a honte, ai-je corrigé. Ce n'est pas la même chose. J'ai commencé à fermer la porte. Je ne veux pas que ça se termine comme ça, a-t-elle dit rapidement. Je me suis arrêté. Ça ne se termine pas. C'est vous qui obtenez ce que vous vouliez. Elle n'a pas bougé. Puis j'ai plongé ma main dans la poche de mon manteau. J'ai quelque chose, ai-je dit. Une lettre. Elle a plissé les yeux. De tante Margaret? J'ai ajouté, son voisin me l'a envoyé. Ça l'a fait taire. Je l'ai sorti soigneusement plié, usé au pli. Je ne le lui ai pas donné. Je l'ai lu à haute voix. Bolivie, au moment où ceci vous parviendra, j'imagine que quelques personnes sont bouleversées. Ce n'est pas grave. Lorsque les gens n'obtiennent pas ce à quoi ils s'attendaient, ils oublient souvent ce qu'ils ont déjà. Je ne t'ai pas laissé ça parce que tu as essayé de m'impressionner ou tout le contraire. Tu étais la seule qui ne l'a jamais fait. Tu t'es présenté avec toute ta personne au pas de performance, pas de sourire calculé. Tu m'as traité comme une vraie personne, pas comme un tremplin. Cette honnêteté est restée avec moi. Cet héritage n'est pas une récompense, c'est un vote de confiance. Je veux que tu construises quelque chose qui est à toi, quelque chose pour lequel tu n'as pas à t'excuser ou à te rétrécir pour t'intégrer dans la zone de confort de quelqu'un d'autre. Tu ne dois rien à personne, tu ne l'as jamais fait. Utilise-le avec audace, librement, joyeusement. Et si les gens ne comprennent pas, laisse-les se demander. Avec amour et foi en ton avenir, Margaret. J'ai levé les yeux. Ma mère était pâle. Elle savait qui j'étais. J'ai dit, même quand tu pensais qu'elle ne le savait pas, sa bouche s'est ouverte, s'est refermée. Je lui ai fait un petit sourire pas chaleureux, pas cruel, juste fini. Dis à Elisa que je ne reviens pas,
puis j'ai fermé la porte, et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. 3 semaines plus tard, j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre avec des planchers qui grincent et des fenêtres qui restent coincées dans les coins, mais c'était le mien. Aucun autre nom sur le bail, pas de cris dans le couloir, pas de pas devant ma porte qui me font me préparer. Je ne suis pas allé en grand, pas encore. J'aurais pu, mais je voulais prendre mon temps, commencer petit, honnêtement et vraiment. J'ai acheté un bon matelas ou le genre que vous choisissez pour son confort, pas parce qu'il était en solde dans la taille de votre enfance. Mon ami Ava est passé et m'a aidé à accrocher un tableau en liège au-dessus du bureau. J'y ai épinglé une chose, la lettre. Parfois, je la relis, non pas parce que j'ai besoin du rappel, mais parce qu'elle me rappelle que je n'ai pas inventé tout ça. J'ai vraiment été vu, et toujours choisi. Et que c'est assez pour commencer quelque chose de réel. Ils ont cessé d'appeler. J'entends par le bouche à oreille que le rebranding d'Elisa a échoué, que Derek a déménagé, et que mes parents restent seuls ces derniers temps. Apparemment, personne ne veut visiter la maison maintenant, quelque chose comme si l'énergie était étrange. Je ne leur manque pas, plus maintenant. Je manque à qui j'espérais qu'ils soient, mais maintenant je sais mieux. Et savoir mieux est la chose la plus proche de la paix que j'ai jamais eue. Parfois, je me demande encore si je suis allé trop loin, pas le départ, pas même le silence qui a suivi, mais la lettre. Était-ce stupide de ma part de l'écrire en premier lieu? De croire, ne serait-ce qu'une seconde, que leur donner de l'argent les ferait me voir différemment. Ou peut-être que ce n'était pas stupide, peut-être que c'était juste le dernier fil d'espoir qui se défaisait sur le papier. Quoi qu'il en soit, je l'ai déchiré, et honnêtement, je n'ai pas regretté cette partie une seule fois. Mais quand même, qu'en pensez-vous? Ai-je fait la bonne chose, ou étais-je aussi naïf qu'ils l'ont dit? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.